Hola la team, j'espère que vous allez tous très bien ce lundi matin. Ça y est, la première journée s'est déroulée. La première journée de cette Ligue 1 2025-2026 avec malheureusement une défaite pour nous, pauvres Marseillais olympiens. Donc il nous reste exactement pour le mercato, parce que c'est le sujet de la vidéo principale, même s'il y a beaucoup d'actualités au début de la vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé que par le mercato, vous regarderez en bas dans Timer, dans le chapitrage, vous mettrez le timer pour le dossier Ordonez, le dossier Gégrova, le dossier Benjamin Pavard, si vous êtes intéressé de savoir ce que j'en pense. Donc c'est le timer qui a marqué en bas dans la description et dans le premier message des commentaires que je vous mets à chaque fois. Il nous reste exactement 15 jours de mercato, 15 jours pour recruter au moins 3 joueurs à mon goût, c'est-à-dire un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain minimum, j'ai envie de dire. Parce que moi, à mon avis, les milieux de terrain, il faudrait peut-être en avoir 2. Voilà, je vais vous expliquer pour quelles raisons il en faudra 2 tout à l'heure quand on parlera du mercato. On enchaîne tout de suite avec quoi? Avec l'actualité, avec la Ligue 1 qui a repris et on y va tout de suite. Let's go cacao. Allez, c'est parti avec la première journée. Comme vous voyez là, l'OM a perdu du côté de Rennes, on le sait très bien, 11 contre 10, 1-0 dans les arrêts de jeu avec un but qui aurait pu être évité. Voilà, De Zerbi a fustigé en conférence de presse. J'ai envie de dire, j'ai envie de fustiger aussi envers Roberto De Zerbi, mais vous allez voir pourquoi. Donc Lens qui a perdu contre Lyon, voilà, vous avez tous les résultats. Monaco qui ne s'est pas trompé dès le début, qui a gagné 3-1. Les Brestois et les Lillois, 3 buts partout avec le premier but de Giroud cette année pour son retour. Félicitations, à presque 40 ans. Et les Angevins qui ont gagné contre le Paris FC, nos prochains adversaires. Je vais pas parler des autres Parisiens, le classement il est là, Monaco, Paris, Strasbourg, Lyon. Et l'OM est désormais pour l'instant 17e pour la première journée. Les prochains adversaires, ça sera donc le PFC. On sera pas ensemble pour le live de commentaires puisque je serai directement au stade. Et oui, puisque je vais me déplacer en vélo. N'oubliez pas, je me déplace en vélo sur la route du Vel à partir de vendredi. Vendredi 4h, 5h du matin, je lancerai un live pour être sur le vélo tranquillement avec vous pendant 1 heure ou 2 pour débuter la journée. Ensuite, je reviendrai dans la journée 2-3 fois pour quelques petits lives parce que je peux pas faire des lives à durée de 10, 11h, 12h, 15h sur le vélo. Ça sera un peu plus court et je ferai ça en vlog après pour le futur en mettant en vidéo si vous voulez pour ceux qui sont sur la chaîne et qui veulent voir un bon moment à passer en intimité, on va dire. En intimité, on sera sur la route du Vel et en intimité, on passera de bons moments aussi, comme l'avant-match qu'on a passé avec le football rennais. Si tu me regardes, bah, je te salue. Et on a passé franchement un bon moment pour l'avant-match. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder, même si le match s'est déroulé. Voilà, vous regardez comment ça se passe pour les avant-matchs. Alors ça a duré plus d'1 heure pour le premier et ceux-là, je vais essayer de les faire plus concis, plus précis. Donc OM Paris FC, j'ai déjà un invité. Pour l'instant, vous savez pas qui c'est, un point d'interrogation qui est sur son visage. On le découvrira ensemble. Vous le découvrirez avec moi, pardon, excusez-moi, ce jeudi, voilà, quand je tournerai avec cette personne. Il y aura aussi, pour l'Olympico, ou pour Lyon, le FC Lyon contre l'Olympique de Marseille, un autre invité qui est un peu plus important, vous allez voir, c'est une surprise pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité olympienne et l'actualité de Lyon, et ben normalement ils vont le reconnaître assez rapidement. Allez, on enchaîne, trêve de bavardage avec ma chaîne et on y va tout de suite avec l'actualité avec le Sans Jamais Rien Lâcher, le dernier épisode, le 6e qui durera 1h50, ça sera le dernier épisode, il sera diffusé ce mercredi. Pas de dimanche, pas de samedi, donc vous ne l'avez pas vu ce week-end, il sera ce mercredi, c'était bien prévu avant le match contre Rennes, donc c'est pas par rapport au résultat face à Rennes qu'ils l'ont diffusé, qu'ils le diffusent plus tard, c'est juste parce que ça prenait du temps peut-être à mettre en place, et j'ai envie de dire, de toute façon, peu importe, moi j'ai envie de dire, j'avais pas la mentalité à regarder franchement sans jamais rien lâcher, de regarder une saison dernière alors que nous on a repris là vraiment factuellement le championnat, c'est maintenant qui nous intéresse, c'est les résultats, c'est maintenant que ça nous intéresse. Les résultats de l'année dernière, c'est l'année dernière, on s'est qualifié en Ligue des Champions, c'est très bien. Maintenant cette année il faut gagner tous les matchs et si possible quand on a l'opportunité de gagner à 11 contre 10 contre des Rennais qui sont totalement chamboulés dans leur effectif où ils vendent 28-29 joueurs, j'ai envie de dire je m'en balle les coquillards, m'en balle les coquillettes, je sais pas comment on le dit, bref, de sans jamais rien lâcher ou sans lâcher mes couilles ici et là, moi je m'en bats les couilles de ça. Moi ça c'est que du folklore. C'est que du folklore. L'OM veut nous montrer quoi? C'est comme un message de com. Ils veulent nous montrer quoi? Tout ce qui est beau, tout ce qui est sympa. Bien sûr, il y a des côtés négatifs dans les sans jamais rien lâcher. Mais ça nous montre ce qu'ils ont envie de montrer. Voilà, pour vraiment que on suive un petit peu cette communication du club. Alors, certes, la communication du club est très bien à suivre, mais là, dans ce côté-là, j'avais pas envie de regarder franchement sans jamais rien lâcher. Donc, c'est juste un petit coup de gueule, mais très rapidos. Voilà, donc moi, j'en ai rien à foutre de ça. Ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain.
Allez, j'enchaîne justement sur le terrain, non, hors du terrain. Félicitations à tous les supporters olympiens qui se sont déplacés du côté de Rennes et qui ont vu ce spectacle, j'ai envie de dire presque affligeant. Voilà, il y avait quelques bonnes choses, mais franchement, si on regarde bien, c'est quand même une faute professionnelle ou pas loin. Voilà, de perdre à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, où tu as un effectif qui est complet pratiquement, il manque 1 ou 2 joueurs, et j'ai envie de dire, même s'il en manque 5, ça devrait suffire. Contre une équipe Rennes chamboulée, qui est jouée devant leur défense à 5, 6, 7, 8, 9, tu dois trouver la solution. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas que les joueurs non plus. Il y a aussi le coach. Et je vais en parler un petit peu du coach. Parce que cette année, c'est fini les cadeaux pour De Zerbi. Je vais vous le dire pourquoi. Et on va voir après. Donc on enchaîne avec l'équipe. Voilà, on va enchaîner maintenant avec le côté... les médias qui veulent faire du chiffre, comme je vous l'ai déjà dit, moi, tout ce qui est négatif, ça marche plus que le positif. Le positif, ça marche, mais moins. Voilà, c'est moins clivant, surtout pour l'Olympique de Marseille. Et quand on parle de l'équipe, des RMC Sport ou des comptes insiders qui sont gros dans la team OM, et ben quand c'est négatif, ils aiment bien relayer ça pour que ça fasse un petit peu plus de like. Et là, du côté de l'équipe, ouais, j'ai envie de dire, alors, ça me semble un petit peu abusé. Vous regardez leur équipe type, il y a quoi? Il y a Merlin, il y a Rongier, il y a l'équipe de Rennes et il y a Habib Beye dans l'équipe type. C'est un petit peu abusé. J'ai envie de dire Merlin, allez, pourquoi pas? Il fait un bon match. Il a plutôt bien cerné Mason Greenwood. Il a fait une passe décisive pour le but de Blaze. Mais Rongier, voilà, à part les pourcentages de passes réussis, qu'est-ce qu'il a fait contre l'OM? Il a juste subi comme les autres. J'ai envie de dire Rongier, je vois pas pourquoi il est dans l'équipe type. Comme Habib Beye, j'ai envie de dire, il a joué au bus, il a fait des contres de temps en temps. Certes, il a eu des occasions autant franches, si ce n'est plus franches que celles de l'OM, parce que nous, on n'arrivait pas à produire du jeu, c'est surtout sur ça. Mais le reste, est-ce que ça mérite d'être le meilleur coach, la meilleure équipe pour Rennes? J'en suis pas sûr. Ça, c'est juste un petit peu pour rajouter, tu vois, un petit sujet pour l'équipe, toujours comme pour les buteurs. Les buteurs au ralenti, ils nous mettent quoi? La photo de Gouiri. J'ai envie de dire, ça fait du chiffre. Si tu mets une photo de... je sais pas, un attaquant en Ligue 1 à York qui n'a pas marqué avec Brest, ça marcherait pas, forcément. Alors qu'ils ont marqué 3 buts. Du côté des médias, encore une fois, vous voyez les unes de RMC Sport, il n'y a pas que l'équipe, qui nous disent ça chauffe déjà à Marseille pour ce qui s'est passé entre Rabiot, Jonathan Rowe et dans le vestiaire. Pareil pour l'équipe, eux carrément ils mettent Jonathan Rowe et Rabiot face à face, des nuages, un orage, ici et là, ça chauffe à l'OM. Voilà, ils trouvent bien le titre, ils trouvent bien les images, ici et là. C'est beau, c'est sympa, et bah ça vend, c'est simple, ça vend. Et ça revend par derrière. Je continue. Alors, ça, voilà, donc ça m'a touché parce que je connais la personne, Barroza. C'est pas pour rien que je le montre. Certains se moquent comme Vincenzo Tomasi en hurlant de rire à la 3e Coronesse, j'ai envie de dire. Il parle avec le cœur, Barroza. Donc moi, je suis un petit peu ce domaine-là, mais j'ai pas envie de le montrer autant excessivement comme il l'a montré là, Barroza. Je vous fais écouter juste un court passage. C'est un petit peu insultant pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre des insultes ici et là. Bouchez les oreilles pendant, ça dure 13 secondes. Je vous le mets le son. Allez, écoutez bien, écoutez but. Mais c'est juste pour montrer un petit peu comment ça peut marquer les supporters, ceux qui sont vraiment à fond. Écoutez bien. Jamais champion. On sera jamais champion. Voilà, avec des putes pareilles, c'est pas possible, putain. Sortez couilles. On veut voir votre courage, on veut voir vos couilles. On veut voir vos couilles, merde. Bon, vous avez entendu, c'était quand même un cri du cœur de Barroza que je salue. Voilà, il nous sort le mot Coronesse 3 fois, le mot PUTE et ici et là. Et j'ai envie de dire, alors, il a raison. Et un petit peu, pas tort, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça aussi à mettre en avant. Il n'y a pas que ça à mettre en avant aussi. Il y a aussi le coach qui a ce discours-là. Mais au bout d'un moment, les responsabilités ne sont pas que pour les joueurs. Au bout d'un moment, le coach aussi doit prendre ses responsabilités. Il nous parle de sacrifice, de travail, d'humilité. Il nous parle de valeurs sans cesse. Et j'en ai marre, je commence à en avoir marre d'entendre toujours les mêmes discours. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir de l'humilité, du travail, du sacrifice. Ouais, il faut avoir du cœur. Donne-moi ton cœur, ta tête et je te ferai le café. Au bout d'un moment, tous ces discours-là, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, maintenant, tu nous retranscris sur le terrain tout ce qu'on entend parler du De Zerbi boule de mes couilles, là, je sais pas quoi. Là, je suis dans le vulgaire, mais j'ai envie de dire, j'en ai marre. Quand tu vois que t'as pas la solution par ta manière, que tu as envie de proposer un jeu, change quelque chose. Propose-nous quelque chose. Le jeu qu'on a vu à Rennes, c'est celui qu'on a vu dans les matchs de l'année dernière où ça ne fonctionnait pas. On arrivait sur un bloc bas, on n'arrivait pas de créativité offensive, où on se procurait très peu d'occasions franches par rapport aux adversaires quand ils nous transpercent en contre. Voilà, c'est plus dangereux une équipe qui reste en bloc bas, qui nous transperce en contre, que nous, qu'on a le ballon pendant 75% du temps de jeu. Donc moi, je préfère ne pas avoir le ballon
et être plus dangereux comme ils le font. J'ai envie de dire, De Zerbi, eh ben transforme-toi toi aussi. Voilà, il n'y a pas que les valeurs, sacrifice, travail, humilité. Travail, j'ai envie de rajouter. Travail, oui, mais travaille bien aussi de ton côté. Il n'y a pas que les joueurs aussi qui sont fautifs, j'ai envie de dire. On aurait pu l'emporter, on le méritait. Oui, le mérite aussi. Mais si on veut être une grande équipe, on doit faire plus. Oui, tout le monde, même toi, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ce message-là, je le dis pourquoi? Parce que ça m'énerve quand je vois cette réponse-là dans le vert, là, vous voyez? Alors moi, je le prends comme la réponse qu'il a eue du côté d'Auxerre. Vous vous en souvenez? À Auxerre, à Marseille l'année dernière, quand on perd 3-1 au Vélodrome, après le match, il a dit si c'est moi le responsable, si vous voulez que je me barre, je peux me barrer, moi. J'en ai rien à foutre du salaire ici et là. Il avait dit ça. Vous vous en souvenez qu'il avait dit ça? Et on a l'impression, regardez, moi j'extrapole un peu le message, De Zerbi de conclure sa diatribe auprès de ses joueurs. C'est la dernière fois que cela arrive. Ça veut dire quoi ça? C'est de la menace? C'est quoi? Comment vous le prenez ce message-là? C'est la dernière fois que cela arrive. Que l'OM joue comme ça, qui joue mal, qu'ils n'arrivent pas à se procurer des occasions. Et ça veut dire quoi? Si ça arrive la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Un retiro bis? Un troisième retiro? Un quatrième retiro? Ou alors tu vas encore poser ta démission? Tu vas dire bon écoutez moi je m'en vais, je menace à chaque fois. Ah, au bout d'un moment, faut que ça se calme, Voilà, toi aussi, tu as des responsabilités. Tu dois prendre aussi un petit peu de recul, tu dois dire, bon écoutez les gars, voilà, on n'a pas tout bien fait aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas tout retranscrit ce qu'on a fait dans la semaine. Oui, je vous en veux, mais je m'en veux aussi. Voilà, j'ai fait des mauvais choix, je me suis trompé. Il y a des joueurs peut-être que j'aurais dû faire rentrer et qui nous auraient peut-être débloqué la situation. On va en parler tout à l'heure quand je vous montre la compo. Donc maintenant, c'est des deux côtés. Il n'y a pas que le coach, il a tout le temps raison, parce que les valeurs, les couilles ici et là. Et les joueurs, ils ont toujours tort parce qu'ils sont sur le terrain. Il y a les deux côtés. Et j'ai envie de dire même il y a les trois côtés avec la direction qui traîne un petit peu sur le mercato. Alors comme je vous l'ai dit, il vous reste 15 jours pour 3 joueurs, 4 joueurs. Au bout d'un moment, faut accélérer là. Voilà. Parce que quand on était à 30 jours, il nous restait 3-4 joueurs toujours. Et ben j'avais dit ouais, pourquoi pas, on a le temps. Maintenant, c'est la moitié 15 jours, ça va très vite 15 jours, ça va très vite. Donc j'ai envie de dire, tout le monde responsable. Il n'y a pas que les joueurs. D'ailleurs, écoutez bien parce que c'est bien beau de parler de travail, d'humilité, de valeur, le cœur ici et là, les couilles, machin. Mais il y a le jeu aussi. Et comme il le dit là, notre cher Walid Acharchour, écoutez bien ce qu'il dit. Contre 11, c'était pas... Attention, à 11 contre 11 sans faire... Moi, ce qui me dérange avec l'OM, c'est qu'avec beaucoup de volume, il y a très peu. Et les adversaires, avec très peu de volume, il y a beaucoup. En fait, même Rennes, sur les 30 premières minutes, tu sens qu'avec Altamari, avec Maïté, il y a un moment donné, bon, il joue très bien le hors-jeu, Marseille, sur la première mi-temps. Donc en fait, c'est pas problématique. Mais tu sens que sur un fil, sur un face-à-face par rapport à Rouli, bah, tu peux te retrouver dans la panade. Et de l'autre côté, faut tellement faire du côté de l'OM pour se procurer des grosses occasions. Alors bien évidemment, Alors ce qui veut dire, et je suis totalement en accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que nous, on a tellement de volume de jeu, c'est-à-dire de ballons, de possession, et si on essaie de créer des choses, qu'on n'est même pas dangereux. Voilà, on n'est pas dangereux dans ce qu'on crée, on n'est pas dangereux. C'est trop plat, c'est trop calme, c'est trop stéréotypé. Lui, ce qu'il nous dit là, c'est que on n'est pas serein. Le peu de ballons qu'ont les adversaires, ils arrivent soit à nous transpercer en contre, soit même sans contrer. Même un simple pressing, ils nous mettent en danger. Et même des ballons dans notre dos, ils nous mettent en danger. On a vu en première mi-temps, je vous l'ai cité dans le live, combien de fois? 2, 3 fois. Oh putain, attention au hors-jeu quand même de Rennes. Au bout d'un moment, c'était 1 mètre, ça s'est rapproché à 30 cm. Et à la fin, finalement, 91e minute, pas de hors-jeu. J'ai envie de dire... Si on n'est pas dangereux avec 80% de ballons ou 90% ou 75%, autant leur laisser à l'adversaire. Faisons comme Villas-Boas à l'époque, on s'en souvient le match à Angers. Il avait dit, bah tiens, on va leur donner le ballon. Ils leur ont donné le ballon, on a gagné 2-0 du côté d'Angers avec Villas-Boas. Ça, c'est changer un petit peu la philosophie du jeu quand tu n'arrives pas d'une certaine manière. Moi, je suis pas coach, mais je l'imagine comme ça le football. Et je suis pas non plus analyste, mais je l'imagine comme ça le football. Et j'ai l'impression que De Zerbi, il est aussi fautif que les joueurs. Voilà. Faut pas dire que toujours les joueurs. Au bout d'un moment, ça me pète les couilles d'entendre ça. Quand je vois qu'on vise un Højbjerg qui est trop lent, certes, il est trop lent. Quand je vois qu'on vise un Jonathan Roux qui a loupé des choses, oui, il a loupé des choses, mais d'autres ont loupé et on va les viser ensemble. Donc Rouli, par contre, lui, je ne lui reproche rien. Il a fait son travail et d'ailleurs, ça vient en lien, ce que je viens de dire, c'est que quand Rennes, eux, ils attaquent, quand ils pressent, eux, ils sont dangereux. Sur, allez, 10 attaques, 10 pressions qu'ils vont faire, ils vont être dangereux 5-6 fois. Et nous, sur le reste qu'on va faire sur 10, on va être dangereux 1 ou 2 fois. Voilà, c'était un petit peu ça le résumé de la rencontre. Voilà, pour faire un résumé rapide. Roulik a été élu homme du match, pour vous montrer. On était à 11 contre 10. Et c'est le gardien de l'OM, où on est 11, qui est l'homme du match. C'est pas normal. Comme quoi, finalement, il a eu du travail, notre petit Roulik.
Donc lui par contre n'a pas été homme du match, mais là c'est une des erreurs de De Zerbi. Aligner Kondogbia en défense, c'était une erreur. Alors, l'aligner en défense, on peut le comprendre, l'année dernière il a joué pratiquement toute la saison. Ok, ça si tu restes sur l'année dernière. Mais cette année, cette pré-saison, on l'a pas vu. On l'a pas vu, ou alors sur des courtes périodes de certains matchs de pré-saison, mais on l'a pas vu directement installé en début de rencontre. Là, il nous le met, première journée, je vous montre la compo, regardez la défense qu'il nous met, il nous met Kondo en défense centrale. Première journée, match officiel. Tu peux pas le faire en match de prépa et après on serait moins surpris. Non, il nous le met directement. On le sait qu'il est lent Kondo. On le sait que il y a des défauts pour Kondo en défense. Voilà, autant tu t'en sers, si tu veux t'en servir, c'est au milieu de terrain. Il est peut-être lent, mais au moins au milieu de terrain, il y aura un joueur derrière pour attraper sa lenteur justement. Comme pourquoi pas Egan Riley. Egan Riley, on va en parler après. Ou Balerdi, pourquoi pas. Même si Balerdi, pour moi, il est fautif sur le but par exemple. Et un autre qui est fautif. Je vais faire un mea culpa sur ça. Murillo, donc je vais pas parler de tous les autres joueurs, mais pour vous montrer un petit peu la compo. Donc cette défense, il a chamboulé totalement. Au lieu d'avoir un Balerdi qui est dans l'axe, avec un Egan Riley qui est un axial de base, il peut jouer à droite, pourquoi pas, mais c'est plus un axial de base. Non, il nous met Kondo, un milieu terrain. Il nous met Egan Riley, un défenseur central à droite. Il nous met Murillo, un latéral droit à gauche. Au bout d'un moment, tu peux pas chambouler comme ça les joueurs de poste en poste. C'est pas comme FIFA. J'ai envie de dire, moi je le dis tout le temps comme ça de blague, mais j'ai envie de dire, ça me fait pas rire moi. Ça m'a pas fait rire quand j'ai vu la compo comme ça. J'ai été surpris, j'attendais de voir, je me dis bon allez, je reste confiant toujours. J'espère une victoire 3-1 comme je l'ai pronostiqué. Mais maintenant avec le recul, on a bien raison de râler. Voilà, on voit une défense comme ça, tu vois une défense alignée comme ça, tu dis mais il y a rien qui va. Murillo c'est un arrière latéral droit, Egan Riley c'est un défenseur central droit ou à la limite il peut jouer à droite mais je vais dire défenseur central droit. Balerdi peut jouer à la place de Kondo et Kondo il doit être au milieu et on doit avoir un latéral gauche de base. Garcia ou Merlin à l'époque, si on l'aurait pas vendu rapidement, voilà on aurait un Garcia ou Medina mais il était suspendu. Mais vous voyez ce que je veux dire, normalement c'est Garcia qui aurait dû jouer, c'est ce que je pense qu'il aurait dû aligner. Bon, après avec les aurait dû, avec les si on refait le monde. Donc je voulais parler un petit peu de lui, Egan Riley face à Rennes qui a fait franchement une très bonne prestation. Il a rattrapé pas mal d'errance, voilà. Et de Balerdi j'ai envie de dire, comme une occasion où Kondogbia va repousser de la tête devant Tamari. Il y a Tamari qui est au duel avec Kondogbia et on a Balerdi qui vient coller au cul de Kondogbia. Voilà, ça je me souviens de cette occasion, elle m'a marqué. Première mi-temps, regardez bien le résumé de la rencontre, vous aurez cette occasion-là. C'est l'occasion la plus franche peut-être en première mi-temps de Rennes, si je me trompe pas. Donc on a El Tamari qui est dans le dos de Kondogbia, Kondogbia met la tête. Donc il repousse le ballon, ça va derrière. Si Balerdi est placé comme un défenseur central à son côté, voilà, parce que Kondogbia prend le joueur, il n'y a pas de souci. Mais non, il se fait prendre dans le dos finalement, et Tamari lui passe devant, il lui prend de vitesse. Heureusement qu'Egan Riley revient pour être au contact d'El Tamari, sinon c'est peut-être un but déjà, à 1-0. Avant la mi-temps, c'était. Et après, Rongier qui va tirer sur Rouli. Mais Rouli qui a fait deux bonnes interceptions, deux bonnes arrêts dans cette occasion-là. Donc pour Balerdi, justement, je le vise un petit peu, c'est pas pour rien, parce que Adil Rami nous en a parlé, il nous a dit que Leonardo Balerdi, c'est un bon défenseur, mais ce n'est pas le grand défenseur que l'OM devrait avoir aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait depuis l'année dernière, même l'année d'avant, je crois quand il était le meilleur, j'avais dit, c'est bien, mais il faut qu'il soit encadré autour de lui. Là, il a 26 ans, et j'ai l'impression qu'il n'est pas encore assez mature pour être capitaine et vraiment leader de notre défense. Alors, le leader de la défense, c'est pas le leader du milieu, c'est pas le leader d'attaque. C'est un joueur qui part de la base de l'équipe. C'est comme avec Deschamps à l'époque. Quand il prend des défenseurs, il prend pas un Balerdi jeune, tendre, qui doit être nouveau capitaine ici là. Non, il prend des Heinze, il prend des Diawara. C'est des mecs qui sont déjà aguerris, qui ont pratiquement 30 ans, qui sont déjà avec du gros vécu, qui ont une grosse expérience. Il met même un Mbia qui est un milieu qui repasse derrière dans la défense. On a une grosse défense à l'époque. Et j'ai envie d'avoir une grosse défense. Comme à l'époque de Deschamps. Certains vont dire, ouais, mais avec Deschamps, on s'emmerdait. Ouais, mais c'était costaud. C'était costaud. Voilà, si on gagnait pas un match comme on a fait à Rennes, on le perdait pas. Ça, on le perdait pas avec Deschamps. Je peux te rassurer que la défense, elle serait pas alignée à 50 mètres pour me laisser des trous dans le dos et ne mal aligner le hors-jeu et se faire prendre dans le dos à la 91e. Là, avec Deschamps, ça serait peut-être pas arrivé. Ou à moins qu'il y ait des grosses blessures, il y a des absences, peut-être ça aurait pu arriver. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'avis de comment ça s'appelle, Adil Rami. Je le rejoins sur le joueur du côté leadership, pas vraiment sur le côté, bah alors le regueuler dessus, ça fait partie du leadership, mais d'autres choses encore. Voilà, l'assurance qu'il montre Balerdi, elle me rassure pas encore totalement. Voilà, il me rassure quand il y a un gros joueur à côté de lui. J'ai envie de voir un gros joueur à côté de lui. Et je sais pas si la recrue Ordonez, par exemple, qu'on va parler après, est cette recrue-là. Alors pour vous montrer le but, je vais faire un mea culpa sur le but. J'avais tout mis sur Balerdi, j'ai remis encore une dose. Mais Balerdi est là, voilà, il couvre le joueur qui est ici. Mais
voilà, à contrario maintenant de ce que je vais dire maintenant, c'est que Balerdi, il a 2 joueurs à cadrer. Il a le joueur derrière lui qui va prendre l'espace et qui va marquer le but, c'est Ludwig Blas. Et devant lui, il y a le joueur qui s'appelle Salah, si je me trompe pas, qui va faire un appel contre appel. Et Balerdi ne voit que lui devant. Donc il va faire forcément le mouvement de l'attaquant qui a devant lui. C'est plutôt, j'ai envie de dire, Garcia aussi qui est fautif. Il y a Balerdi pour l'alignement qui s'aligne pas sur sa défense au total. C'est-à-dire Regan Riley, il devrait regarder devant lui, il doit se dire, moi je vais m'aligner sur Regan Riley. Et derrière, on a Garcia qui reste un petit peu vague. Il devrait, franchement, poser un regard derrière lui, se dire il y a personne, et aller resserrer un chouïa. Alors je dirais pas qu'il va se coller au cul de Ludwig Blas, mais au moins resserrer, qui puisse permettre de couper la ligne. La ligne de passe qui va arriver, regardez, je vous montre, la ligne de passe qui va arriver, hop, vous voyez, donc on a Ludwig Blas qui va partir dans le dos de Balerdi, la passe de Merlin en profondeur, et on voit que Garcia derrière reste statique. Voilà, pour mettre un mea culpa sur ça, et j'enchaîne derrière directement avec un joueur qui était en difficulté, voilà, on lui a beaucoup craché dessus dans les médias, on a beaucoup appuyé dessus, alors est-ce que c'est une partie de la com du club aussi pour essayer de le revendre rapidement? Parce que n'oublions pas, hein, on l'a mis sur le marché des transferts, l'équipe a bien appuyé dessus, les médias ont bien appuyé dessus, les comptes ont bien appuyé dessus, et j'ai envie de dire, ça a peut-être monté au bourrichon de Jonathan Rowe. J'ai envie de dire non. Moi, j'ai envie de dire non parce que si on vise un Jonathan Rowe pour la prestation totale de l'équipe, il n'y a pas que lui, hein, franchement. Hein. Jonathan Rowe a été dégueulasse, certes, mais Gouiri, qu'est-ce qu'il a fait dans le match? Qu'est-ce qu'il a fait à part être fantomatique? Je suis désolé. Rabiot, à part taper sur le poteau, qu'est-ce qu'il a fait? À part se prendre tête contre tête avec Rowe. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et Gomez, certains s'enthousiasment parce que c'est un nouveau joueur, il est au milieu, il joue assez rapidement. Non, 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 que nenni. Sur le match contre Rennes, combien de fois il a porté le ballon, je l'ai dit pendant le live, combien de fois il a porté le ballon, il ralentissait le jeu. Alors, il ralentit peut-être pas par ses courses, comme Højbjerg qui n'a pas été terrible non plus, mais il ralentit avec ses façons de prendre le ballon, de courir pendant 10 mètres, de chercher une solution, jouer latéral ou jouer derrière. Pas vraiment pour casser les lignes. On l'a pas beaucoup vu, hein, Gomez. Est-ce que vous avez vu une passe dans la surface de Gomez? Je m'en rappelle plus. Et on attend ça de lui, qui casse les lignes, qui joue plus vite, qui joue en une touche, 2 touches. Il a fait quelques fois pendant les matchs de prépa, mais ce match-là, pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Comme Rowe, comme Højbjerg, comme Rabiot, je viens d'en parler. Oui, oui, bien sûr, ils sont en dessous. Mais voilà, donc là, eux, c'est des gros joueurs. Voilà, j'ai confiance dans leur expérience qui vont se reprendre. Voilà, dans l'avenir, je pense que ça va revenir. Alors, comme il le dit Tomasi, c'est des gros gabarits. Peut-être que la reprise est difficile pour eux. Peut-être. Je vais prendre ce point-là comme vrai facteur détaillant un petit peu leur mauvaise forme. Højbjerg est un gros gabarit et Rabiot aussi. Et je vous l'ai dit, moi, dans la préparation, je vous l'ai dit, Rabiot me semble un petit peu, par mes formes, mais un petit peu court. Hein, c'est-à-dire, il n'est pas dans la même forme qu'un Balerdi, j'avais dit à l'époque, qui me semblait en très grande forme, qu'un Medina, qui me semble en très grande forme, ou d'autres derrière. Højbjerg, je le voyais bien, mais finalement, ce match-là, il n'a pas été terrible. Voilà. Après, c'est un match comme voilà, ça peut être un autre match derrière. On ne sait pas. Allez, j'enchaîne avec d'autres prestations. Ceux qui ont joué comme Aubameyang, on va pas en parler. Et Timothy Weah qui a fait une entrée plutôt correcte au début, mais après il a commencé à faire des erreurs défensives où il a fait des fautes. Voilà, ça a un peu baissé sa moyenne, donc on va dire à voir à l'avenir. Donc il y a Vincent Tomasi qui nous dit, tu mets du Pexao ou du Zegrova à cette équipe et t'as déjà plus de clés pour jouer les blocs bas. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais avec ce qu'on avait sur le terrain, des Jonathan Rowe, des Greenwood et tout ce qu'on avait sur le terrain, ça aurait dû suffire amplement. Il n'y a pas besoin d'un Peixao ou d'un Edon Zegrova qui n'a même pas encore signé à l'OM. Donc, c'est pas un joueur de l'OM. Donc, Vincent, arrête de faire des aubergines à Edon Zegrova qu'on va parler juste après. Allez, on y va sur le mercato. C'est parti, Mehdi Benatia sur le mercato. 3 ou 4 joueurs vont peut-être, c'est pas encore sûr, venir arriver, mais il faut qu'on arrive à dégraisser de notre côté. Alors dégraisser, on le sait très bien, je viens d'en parler, Rowe, peut-être une partie de la com marseillaise qui est partie dans les médias pour vraiment appuyer dessus, comme quoi il s'est pris la tête, il a insulté Rabiot, la maman de Rabiot, et si là, je vais pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça se passe dans tous les vestiaires. Voilà, ça se passe dans tous les vestiaires, ça montre un petit peu que y a vraiment une vie dans le vestiaire, parce que s'ils étaient tous moroses, ils allaient tous s'asseoir et pleurer dans leur coin, c'était pas terrible, c'était encore pire. J'ai envie de dire, c'est bien que ça vive comme ça, et moi, franchement, je m'intéresse pas à tous ces ragots-là, c'est pas des ragots, c'est-à-dire c'est remontées d'informations qui sont négatives. Voilà, je vais pas appuyer dessus, je vais rester sur le positif et on enchaîne justement. La Juventus a pris contact pour être informé de la possibilité d'Edon Zegrova, une option pour les dernières semaines du mercato. L'Olympique de Marseille est en négociation avancée, et Edon Zegrova étant sa cible prioritaire, comme annoncé en exclusivité. Plus d'informations la semaine prochaine, nous dit Fabrizio Romano. Donc, a priori, ça se fera cette semaine.
Enfin, il y aura des informations qui vont sortir cette semaine. Ça pourrait se ficeler cette semaine. Comme pourquoi pas Ordonez qu'on attendait ce week-end. On va l'avoir peut-être aujourd'hui ou demain. On ne sait jamais, le Irigo. Donc, informations supplémentaires sur ce dossier-là de Zegrova. Les négociations avec l'OM actuellement bien avancées, nous dit Mirko Di Natale, devraient échouer. Alors, c'est une mauvaise traduction ou alors il s'est trompé parce que derrière il y a une autre réponse. Attendez de voir. La Juventus a été contactée pour s'enquérir des conditions de vente de Zegrova, mais aucune offre officielle n'a été envoyée pour l'instant. Donc ce qui veut dire ça a échoué du côté de la Juve plutôt que du côté de l'OM, puisque l'OM, comme il le dit derrière, regardez ce qu'il a dit. Je veux dire, la Juve n'est pas en pole position pour Zegrova, l'OM est loin devant. Donc l'OM est loin devant, ils sont en tête pour recruter Zegrova. Pour ceux qui l'aiment, comme Nitti ou d'autres, et ben voilà, vous aurez votre joueur kosovar à l'Olympique de Marseille. Par contre, si c'est pour faire partir encore Jonathan Rowe, je dis non. C'est toujours la même chose, hein. Je veux garder Jonathan Rowe. Même s'il a fait un mauvais match. Je vais pas faire le mec, voilà, c'est parce qu'il fait un mauvais match, je vais lui cracher dessus comme j'ai vu dans les réseaux là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et la semaine d'avant, quand il met le but contre Séville ou je sais plus contre qui, là, la pleine lucarne, vous étiez tous à lui faire comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Moi, le joueur, je vois qu'il a de la qualité. C'est un match 100, mais c'est un match 100 pour beaucoup, pas que Jonathan Rowe. Ok? Je continue. Je continue pour Zegrova que j'aimerais bien avoir aussi, hein, bien sûr. Si tu gardes Rowe, tu prends Zegrova. Oh putain, mais là, là, c'est moi qui fais l'aubergine à Zegrova, il n'y a pas de souci. L'OM a proposé un contrat de 4 ans, c'était une information il y a 3 jours. Mais pour vous préciser le dossier un petit peu, comme ça faisait plus de 3 jours que j'avais pas fait de vidéo, si je me trompe pas. Donc, discussion toujours en cours entre Marseille et ses agents. Zegrova est chaud pour venir à l'OM et il est chaud cacao, comme moi. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne Zegrova. C'est un super joueur. Voilà, donc il vient, on le met en concurrence avec Greenwood côté droit, ou même on peut chambouler cette attaque. Après, c'est De Zerbi qui doit choisir aussi. Parce que moi, je suis pas coach. Vous n'êtes pas coach. Faites pas semblant de me sortir vos compos ici et là. Non. Non, c'est De Zerbi qui choisira. Et s'il a envie de mettre Zegrova avec Greenwood, avec Jonathan Rowe, avec Amine Gouiri et Aubameyang, ça fera 5 joueurs très offensifs. Et ben, il le fera. Après, il faudra voir si on est rassurant derrière. Parce que là, en ce moment, on n'est pas rassurant, mon petit De Zerbi. Ok? Voilà, moi franchement, je suis pas très rassuré par cette défense pour l'instant, comment elle est construite. J'attends de voir vraiment s'il y a un joueur conséquent, un autre joueur qui arrive, et pourquoi pas même 2. J'ai envie de dire, j'aimerais bien avoir un patron. Et je suis d'accord, je rejoins Camille sur l'histoire de Ordonez, comme quoi il y en a un qui lui remonte dessus et lui dit ouais, il est hautain le mec dans les réseaux sociaux, il dit ouais, tu comprends rien, c'est n'importe quoi. L'OM ils essaient de construire ça. J'ai envie de dire non, c'est pas comme ça aussi que ça fonctionne. Il y a aussi les joueurs qui ont plus d'expérience, plus de vécu, ils apportent peut-être d'autres qualités que le jeune joueur prospect européen que tu revendras X millions. Si tu penses qu'au million, voilà, c'est pas pour l'OM. Pour moi, l'OM n'est pas un club de trading. L'OM, c'est un club qui doit avoir des joueurs à revendre, voilà, un effectif de valeur, bien sûr, mais des joueurs aussi qui sont qualitativement directement prêts. Voilà, directement prêt au combat. On veut pas de jeunes prospects qui arrivent. Ouais, mais il faut le fignoler, ouais, il y a le temps, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, il en faut. Voilà, comme Jonathan Rowe, pourquoi pas. Maintenant, on va voir s'il explose. Et il explose cette année, c'est encore mieux. Comme ça, tu pourras le vendre plus cher l'année prochaine. Pas maintenant. Mais voilà, je veux pas vraiment de club de trading. Moi, c'est pas, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas de faire toujours dans ce domaine-là. Comme le recrutement de Joël Ordonez s'accélère. Après, s'il vient et qu'il y a un autre qui arrive derrière, ah bah, j'ai tout bénef. L'Olympique de Marseille a amélioré les conditions de paiement et a ajusté la prime du défenseur équatorien. Son transfert en provenance du club de Bruges devrait être signé ce week-end, selon Terra des Portes. C'est un média équatorien. Un grand pas dans sa carrière. Donc ça devrait se faire maintenant. Voilà. Là, on est dimanche à lundi. Bah, j'ai pas vu l'information. J'ai été sur les sites équatoriens. J'ai pas vu officiel, Irigo de Romano ou d'autres. Je sais pas. Pour l'instant, il est pas là. Donc des sports là, de mes couilles là. J'espère que tu as raison parce que sinon je vais te retrouver. C'est un média. Je dis n'importe quoi. Je continue. Par contre, elle, je vais la retrouver. Elle nous dit quoi, Major Flores? Elle nous dit qu'elle a donné des détails sur l'arrivée possible de Joël Ordonez à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc elle a donné des détails. Derrière, il nous dit quoi? Lui, Fada, il relaie un petit peu l'information. Selon DS Sports, Joël Ordonez veut toujours être un joueur de l'OM. Le club marseillais s'occupe désormais des derniers détails à sa venue. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin du but pour Ordonez. On n'est pas loin. Pas du but, mais pas très très loin finalement du but sur le dossier Zegrova. Donc peut-être 2 recrues qui vont arriver dans cette semaine. Ça serait bien, mais j'aimerais pas qu'il y ait des départs qui me déplaisent aussi. Voilà, faudrait voir ça aussi d'un autre côté. J'enchaîne avec Ordonez, la dernière information. Joël Ordonez a manqué encore un match hier. C'était plutôt avant-hier ou hier, je sais plus. Bon, bref, hier ou avant-hier. Et espère toujours être transféré à l'Olympique de Marseille. Ah, j'ai mon chien qui est arrivé. Il vous salue.
Et ça, il est reparti. Et pour rajouter à cela, vu le temps que ça prend, pourquoi ne pas essayer Pavard? Allez, l'idée du jour, qui en plus d'être polyvalent et moins onéreux en transfert, il a besoin d'être vu pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il veut, pourquoi pas, se montrer pour la Coupe du Monde. Et donc ça pourrait être un cas intéressant. Derrière, il y a une petite précision de Cucci qui nous dit, faut comprendre ce que veut faire la direction, les gars. L'OM veut valoriser son effectif. Et c'est ça que je crains, moi. Le trading, le mi-trading, j'ai envie que ça valorise l'effectif. Mais je veux avoir la qualité déjà prête. Un Ordonez, tu l'achètes 30 millions et tu le revends le double si ça fonctionne. Oui, en Angleterre, en Arabie Saoudite. Pavard, c'est gros salaire et faible valeur marchande à la revente vu son âge. Il a 29 ans. Benjamin Pavard, on va pas voir sa fiche Transfermarkt, il a 29 ans. Vous connaissez le joueur, la carrière, il a joué à Lille, il a joué au Bayern München. Il est maintenant du côté de l'Inter et l'Inter veut s'en séparer avec le nouveau coach Chivou, le roumain, qui passe avant lui d'autres joueurs, donc comme je me rappelle plus, Bastoni, on va les voir ensemble. On va les voir ensemble sur le dossier ici. Roberto De Zerbi pourrait l'utiliser axe droit, ce qui pourrait pousserait Léonard de Balerdi vers l'axe gauche. Donc là, c'est pour être avec Balerdi. Donc vous mettez à droite Pavard dans la défense à 4, dans la défense centrale, Balerdi sur le côté gauche, Medina sur le côté gauche, et à droite, Murillo ou Timothy Weah, pourquoi pas. 3 profils complémentaires, Pavard et Medina capables de défendre la largeur et d'accompagner les couloirs, Balerdi recentré sur les qualités de relance. Ajoutons à cela l'expérience de l'international de Pavard, sa capacité à gérer la pression et son vécu en Ligue des Champions. C'est le genre de profil qui peut aider un groupe encore jeune à franchir un palier. Et c'est vrai que quand on regarde la ligne défensive, il avait très bien dit Camille, et ben c'est vrai qu'elle est plutôt jeune. Hein. Elle est plutôt jeune, hein. Franchement, si vous regardez bien, Medina et Balerdi, je crois que c'est les plus vieux si on compte pas Cornelius qui a 27 ans, mais ils ont 26 ans à eux deux, 26-26. Derrière, il y a qui? Il y a Ordonez qui arriverait pour 21 ans. Ensuite, à quoi c'est tout. Ben, c'est tout pour l'instant. En défenseur central, je parle. Donc, je continue avec le dossier Pavard pour vous montrer que le Néom s'intéresse beaucoup à Benjamin Pavard, mais le défenseur n'est pas intéressé. Il ne veut pas aller en Arabie Saoudite ni au Qatar, il veut rester en Europe, comme ils le disent là. Pavard aimerait rester en Europe pour avoir une chance de participer à la Coupe du Monde 2026 avec la France. Galatasaray et Lille restent intéressés. Mais Galatasaray, ils peuvent se permettre de donner un salaire, mais Lille, je ne pense pas. Donc il reste, pourquoi pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais en soum-soum, ça peut se travailler. Ça serait franchement intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, le joueur, alors, c'est pas le meilleur du monde en termes de défenseur, mais c'est un joueur qui a une polyvalence qui peut être intéressant pour le jeu prôné par De Zerbi. Dans quel sens? Je vous montre un petit peu le schéma. Donc, vous voyez la défense à 4 à plat. Et quand il y a un joueur qui va monter sur un côté, par exemple Murillo qui va monter, on a un Pavard qui va venir sur le côté droit, Balerdi dans l'axe et Medina ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, si Medina monte de l'autre côté, eh ben Murillo peut glisser aussi sur le côté droit, mais même si les deux montent, il y a un Højbjerg qui veut recaler en défense. On le sait très bien qu'un Højbjerg, il recule d'un cran, parfois pour aller récupérer le ballon et faire la relance aussi lui-même. Et même un Gomez est capable de le faire. Donc pour vous montrer, ça peut être même chamboulé comme ça. Voilà, on peut voir pendant la rencontre un chamboulement comme ça, avec un Rabiot qui vient comme ça, et voilà, apporter le surnombre sur les couloirs comme Medina, comme Murillo qui vient combiner avec Greenwood, ou alors Weah, hein, si vous voulez mettre Weah, ou de l'autre côté, si vous avez envie de mettre Medina ou Garcia pour l'instant, ou un autre latéral gauche qu'on recruterait. Voilà un petit peu comment ça pourrait se passer avec Benjamin Pavard. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Benjamin Pavard. Est-ce que ça vous plairait de voir du côté de l'OM un Benjamin Pavard? Et j'enchaîne avec Neil Maupay, qui a été absent du groupe pour affronter Rennes. N'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi ni de ses dirigeants. L'OM en attend plus de 5 millions pour s'en séparer selon la Provence. J'ai envie de dire moi, même 5 millions, même 4, même 3, même 2, j'ai envie de dire, ça me dérange pas. Voilà, du moment qu'il trouve son bonheur déjà, c'est le principal, et que nous, derrière, on récupère une place en termes de masse salariale qu'on pourrait donner, pourquoi pas par un Pavard ou un autre, ça m'intéresserait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour Maupay, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'enchaîne avec Ismaël Bennacer qui quittera l'AC Milan cet été. L'Olympique de Marseille souhaiterait le reconduire simplement en prêt, mais l'AC Milan demande un contrat permanent ou une obligation d'achat. Bennacer a refusé 3 offres de l'Arabie Saoudite et de la Russie et de la Turquie ces dernières semaines. Donc pour l'instant, Bennacer ne veut que l'OM, comme les autres joueurs qui sont venus à l'OM. Donc il veut que l'OM propose un prêt, peut-être sans obligation d'achat, juste une option d'achat. Donc tant qu'il n'y aura pas cette obligation-là, probablement pas de Bennacer de retour. Et s'il y a une obligation qui arrive, peut-être qu'on peut entendre dans les prochaines heures, les prochains jours, un Bennacer de retour du côté de l'OM. Donc je continue avec le milieu de terrain. Justement, le transfert d'Eki Fernandez au Bayer Leverkusen n'est pas encore définitif. Le club est au courant de la situation du joueur, tout comme plusieurs autres clubs, comme Marseille ou la Real Sociedad, qui se sont retirés des négociations. Donc l'OM s'est retiré apparemment. Donc Alcatia réclame environ 30 millions d'euros. C'est un prix rédhibitoire pour l'Olympique de Marseille, à mon avis. Donc on va passer next. Je vous tiens au courant quand même s'il y a du nouveau sur le dossier Eki Fernandez. Comme le dossier, Laporte. Comme
comme le club italien, s'efforce de convaincre Aymeric Laporte de les rejoindre. Un contrat jusqu'en juin 2028 a été proposé au défenseur central qui quittera Al Nasser cet été. Donc pour l'instant, il n'a pas quitté, pour l'instant, il est toujours son contrat. Comme révélé hier, Aymeric Laporte envisage de revenir à Bilbao et rejette les approches des meilleurs clubs européens malgré l'intérêt de Com. Donc il y a Com qui est intéressé, il y a d'autres clubs comme Chelsea qui étaient intéressés. Donc beaucoup de clubs sont intéressés pour Laporte. L'OM était intéressé en début d'été ou l'hiver dernier. Malheureusement, il y a Bilbao qui est passé par là et c'est Bilbao qui passe devant tous les autres, de ce qu'on comprend. Et on peut le comprendre. Ça touche sa femme, sa famille. Lui, il a vécu 6, 7, 8 ans, je ne sais plus combien là-bas. Donc c'est logique. C'est logique qu'il retourne dans ses racines, auprès de ses racines. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. J'ai peut-être oublié un truc à aborder, mais c'est pas bien grave. En tout cas, on se retrouvera probablement, on est quel jour là? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc déjà, vendredi matin, ça c'est sûr en live. Et on se retrouvera aussi jeudi en vidéo pour l'avant-match. N'oubliez pas, OM-PFC, un bijou qui serait en préparation de mon côté et du côté de l'autre créateur de contenu. Je vous souhaite de passer encore une fois une excellente journée. Vive le foot chez Sabach Foot et surtout quoi? Allez OM! Ciao ciao ciao!